Bonjour Suzy, bonjour Marie-Laure, bonjour Gilles. Bon, à l'époque, on n'avait pas le choix. On vit dans un monde, faut voir. On peut pas tout dire, hein. C'est comme ça. C'est la vie. Parce que pour comprendre le monde qui nous entoure, il faut comprendre le monde duquel on vient. Vous entendrez ici des portraits qui retracent la vie de nos aînés. Je suis Capucine Jacob et vous écoutez Entre-temps, un trait d'union entre hier et aujourd'hui, un espace de parole où le passé est raconté par ceux qui l'ont vécu, et vous allez voir, c'est passionnant. Est-ce que vous croyez que le monde va mieux? Je ne sais pas. Vous m'en demandez trop. Le portrait que je vous propose aujourd'hui est celui de Léa. Dans cet épisode, elle va nous raconter son enfance à la ferme avec un papa qui fait des paniers en bourdaine avant d'être emporté par la maladie. Elle nous expliquera aussi pourquoi elle quitte la Bretagne pour habiter dans l'Oise et comment la pénurie d'emploi dans la région la conduise à éplucher les petites annonces du journal. Finalement, l'une d'entre elles attirera particulièrement son attention car même si elle parle patois et qu'elle ne comprend pas tout, garder un enfant, ça, elle sait faire. Mais c'est une toute autre aventure qui attend la jeune femme auprès de cette famille assez atypique. Elle finira d'ailleurs par claquer la porte et rentrer chez elle. Léa s'arme alors de patience et de courage et entre dans une usine qui fabrique des corsets et des soutiens-gorge. Elle n'y connaît rien, mais tant pis, et ce ne sont pas les moqueries de sa chef de rang qui la décourageront. Enfin, il y a Georges, les feux d'artifice, le bal et l'accordéon. Alors si vous êtes prêts, je vous invite à vous détendre et à vous laisser bercer par la voix douce et mélodieuse de ma prochaine interviewée. Bonne écoute! Alors, je m'appelle Léa, 19/9/1935. Vous savez, c'était des gens de la campagne, quoi. Ils s'accordaient bien. Vous savez, on jouait plutôt avec les enfants, enfin, les gosses du même âge. On s'occupait pas tellement des parents. Hein. Ils avaient des enfants, puis c'était tout. Ils étaient assez forts, les parents, c'est pas. C'est ma fille, c'est mon gars, mettons qu'il disait, puis c'était tout. Hein. C'est drôle, hein, c'est plus du tout pareil. Hein. Du tout. Ils avaient une petite ferme, ma mère s'en occupait, puis mon père était vannier. Il faisait des paniers. Ils allaient chercher de la bourdaine dans la forêt. C'était de la bourdaine, c'était pas de l'osier. La bourdaine, ça se trouve en forêt. L'osier, c'est plutôt au bord de l'eau, vous savez. Ils la ramenaient, ils avaient des gros paquets qui portaient ça sur leur dos. Et puis, ils faisaient des paniers, des ruches pour les abeilles. C'était que du pliage. Enfin, ils faisaient un tas de trucs comme ça. Ils enfilaient tous les paniers. Et puis, ils mettaient ça sur leur dos. Ils partaient très tôt le matin. Et puis, ce qu'ils vendaient pas, ils ramenaient ça le soir. Et on vivait comme ça. Et puis, nous, souvent, on était là. On travaillait le soir en rentrant de l'école. C'était du travail quand même, si vous voulez, pour des gosses. Au lieu de jouer comme les autres, on avait un caillou, souvent un bout de bois. On n'avait pas de jouets. J'ai toujours rêvé d'une poupée, je n'ai jamais eu. Non, jamais. Une poupée, vous savez, c'était vraiment les gens très très riches qui avaient des poupées. Avec des bouts de bois, des trucs comme ça. Comme le tiers-monde en ce moment. On a perdu notre père finalement. Moi j'avais 11 ans, elle avait 14. C'était de la tuberculose. À ce moment-là, on ne soignait pas. Ah oui, il avait 41 ans. Et puis on a été séparés. Là. Alors elle était placée à Paimpol, elle. Et puis moi j'ai resté avec ma mère. Et pendant toutes les vacances scolaires, j'allais dans une ferme. Ils n'avaient pas d'enfants, ils étaient gentils. On allait garder les vaches, traire les vaches, faire à manger. Alors il y avait la cheminée pour faire à manger, il y avait la table pour manger, il y avait les lits. Et tout le monde était dans la même pièce. C'était beau chez eux, parce qu'ils n'avaient pas eu d'enfants, ils avaient des beaux meubles, ça brillait. Et c'était très très propre, parce qu'il y a des fois, on restait à désirer à ces moments-là. On couchait, ils couchaient du côté de la cheminée, et puis moi je couchais à l'entrée, dans un lit en fer, genre. Mais c'était pas des matelas, c'était de la balle d'avoine, vous savez, c'est plus doux. Mais c'était plus propre que maintenant, parce que tous les ans, il la changeait.
il changeait le matelas, si vous voulez. Il vidait tout, vous savez, tout ce qu'il y avait dedans, quoi. Comme ça, il y avait jusqu'à des coups à morceaux, mettons, comme ça. Il jetait toute la balle, vous savez, des précédentes, et puis il remettait de la nouvelle pour un an. Alors, vous savez, c'était gonflé. Alors, quand on se couchait, les premières fois, le lit, il était haut, comme ça. C'était la rigolade, je me rappelle. On riait de tout ça, oui. On se lavait dans une cuvette. Ah, il n'y avait pas tout ce luxe. Il y avait, je sais pas comment on faisait, que maintenant, si on ne savait pas, ça brûle. Oh là là, hein, c'est toute une histoire que à ces moments-là, on n'avait pas tout ça. Je comprends pas ça. C'est pas, on devait moins se salir la peau, je ne sais pas, c'était peut-être moins pollué. C'était la génération. On n'avait pas de pantalon à cette époque-là, ça n'existait pas. On enlevait une fille en pantalon, ça aurait fait un drame. On avait des petites chaussettes, et puis quand il faisait froid, il y avait des chaussettes un peu plus hautes, ça cachait quand même les genoux. Et je tombais, j'avais toujours les genoux en compote. Oh, qu'est-ce que ça faisait mal, ça. Il faisait froid l'hiver quand on allait à l'école, on avait des petites chaussettes. C'était un couple qui faisait l'école. Et puis il y avait sa femme, mais ça s'accordait pas tellement. Parce que c'était pas du tout des mêmes idées. Du côté de Paimpol, là, vous le savez, c'était vraiment la croyance. Oh là 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 là. C'était dingue. Puis sa femme à lui, elle n'était pas du tout, elle était carrément de gauche. Je sais pas pourquoi qu'elles étaient mariées, ces deux-là. Et ma mère s'est mariée, j'avais 16 ans. Ah oui, j'étais contente. Puis on voulait partir de là. Parce que moi, j'étais condamnée, comme beaucoup de mon âge à ces moments-là, à aller à mes journées tous les jours. Biner les betteraves, faire ceci, faire cela. Et c'est là qu'on a parti de la Bretagne et qu'on est venu dans l'Oise. Parce que mon beau-père, il travaillait au chemin de fer. Alors, vous savez, je n'ai pas regretté de l'aide. Ah non. Et on est arrivé dans l'Oise en 51. Pas de boulot, il n'y avait rien. Puis moi, j'avais pas de métier. Si c'était une faucille, une binette, mais ça ne marchait pas, là-bas, il n'y avait pas tout ça. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à trouver du travail. Puis je parlais pas toi. Il y avait des mots que je ne comprenais pas. Puis je ne voulais pas le dire. C'est là, on ne dit pas. On est assez fiers, déjà. Et à 16 ans, j'ai tenté chez un avoué, vous voyez, il m'a bien pris. C'est pas un avocat, mais c'est un homme de loi. Par le journal. Il y avait les emplois, c'était des fois par semaine, j'en sais plus rien. Puis il dit, tiens, il y a une place à Clermont, chez un avoué. Oh ben, c'était juste pour prendre un enfant qui était sourd et muet. Oh, ben, je dis, c'est quand même faire ça. J'ai quand même... Alors, il se renseigne, et puis, de la partie à Clermont, la bonne femme, à 12 ouvre la porte. Oh, elle était à moitié à poil. Et je pouvais commencer le lendemain. En arrivant à 11h, elle dit, vous savez mettre une table? Oh, j'ai dit, non, madame, je ne sais pas. Ben, je vais vous apprendre. Et après, on m'a fait apprendre à servir. Elle avait une clochette sous la table. Ça existait à cette époque-là. Et elle dit, voyez, j'ai la sonnette quand j'ai besoin, je sonne. Et puis vous mangez dans la cuisine. Ah. Alors, elle me donnait tous les vieux restants, vous savez. Je mangeais jamais comme eux le jour. Alors, quand j'étais en train de manger, alors, il fallait que j'aille, je ne sais pas pourquoi. J'allais, je revenais, je partais. Il fallait les servir. Et puis lui, il avait une secrétaire qui mangeait dans la cuisine avec moi. Elle amenait sa gamelle, elle. Elle me disait, vous vous êtes plaisé? Ben, j'ai dit, pas beaucoup. J'ai dit, qu'est-ce que c'est dur? Elle dit, je comprends. Personne ne reste. C'est tellement dur là-dedans que je me disais. Alors du coup, ben, j'ai resté 12 jours. Pour rester longtemps, hein. J'ai tout fait là-dedans. J'ai ciré les escaliers, j'ai frotté à la paille de fer, ça me commettait. Vous savez, c'était comme un rectangle. Et qu'il y avait une lanière au-dessus. Eh ben, ça tirait toutes les crasses. Mais je m'en occupais presque pas. C'était plutôt eux qui s'en occupaient. C'était de l'excuse pour avoir un employé. Mais je le baignais quand même. Il me mordait à sang. Et puis, quand j'avais baigné le gosse, je le mettais en pyjama. Et puis après, dans l'eau du bain, il fallait baigner le chien, un loulou blanc. Et puis on l'essuyait avec les serviettes du gamin. Comme ça. C'était ça. Je me levais très tôt le matin parce qu'il fallait faire les déjeuners parce qu'ils étaient couchés. Alors je me levais, je faisais les déjeuners et puis je les portais dans leur lit. Et puis à
avant de porter le déjeuner, je montais le loulou blanc qu'ils y mettaient et que je donnais à eux. Ils étaient couchés, tout nus. Et puis, ils mettaient le loulou blanc entre eux deux. Et après, je portais le café. Payé. Oui, j'étais payée. 12 francs. Enfin, je ne sais plus, c'est tellement vieux. Ah, c'était toujours 12. Je ne sais plus si c'était la veille. J'ai dit que je partais. Alors il me répond, il va partir. Puis je descends ma valise, je la mets sur une chaise parce qu'elle disait tous les employés qu'on a, ils nous volent nos couverts. Donc j'ai besoin de cuillère et de tout. J'ai même pensé à voler. Et là, j'ai fermé ma valise. Et puis j'ai été à pied à la gare de Clermont. Je sais quand. Là, j'avais vite complet. J'arrive chez moi et puis j'avais pas prévenu. Quand mon beau-père me dit, mais qu'est-ce que tu viens faire? Oh, ça m'a toujours resté marqué. Ben, il dit, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Ben, je vais chercher du travail. Ben, alors, j'avais été reçue froidement. Et après, c'est la basette du dessous, des chefs, si vous voulez, dans un atelier de couture, de corsets et de soutien-gorge de la marque Warner Eglo. Alors, c'était américain et belge, la boîte. Et je retourne, elle dit oui, ben, elle dit, vous pouvez commencer demain matin. Alors, on m'explique le chemin. Je savais pas où j'allais. J'arrive à un grand bâtiment, puis il y avait une grande porte cochère. Je sonne. Donc, j'ai 1m90. Avec une blouse blanche, me l'a fourré dans son bureau, j'avais jamais vu le bureau. Alors, il dit, m'asseoir, je m'assois. Là, il me demande qu'est-ce que j'avais comme diplôme. Alors, j'en ai pas, il me dit, ça fait rien. Il dit, on va vous mettre à la table des arrivantes. C'était ça, on appelait ça la pluche. C'était tous les corsets, tous les soutiens-gorge, tout ce qui arrivait. Il fallait plus qu'il reste un fil. Il fallait faire, ça dépendait des boutonnières, des brides. Alors là, j'ai su comment on faisait les brides. Il fallait coudre les boutons, parce que dans ces moments-là, c'était pas bête, ça. Il y avait des fonds qu'on faisait en jersey. Il y avait des boutons en bas de la gaine, si vous voulez. Alors il y avait 3 boutons sur le devant et 5 derrière. Alors c'était des fonds de culotte. Sur le fond de culotte, on faisait des brides. Et c'était les brides qu'on accrochait, vous savez, au corset. Comme ça, on changeait pas la gaine tous les jours, mais on pouvait changer sa culotte, c'était pareil. C'était à fond. Il y avait des noirs, des blanches et des sombres. Et ben, toute la journée, on faisait ça. Et on était à 8 à la table. On était tous des jeunes, là. Allez, on chantait. Les chansons de ces moments-là, comme des rengaines de toujours. Et puis, c'était une vieille femme, elle s'appelait Madame Sud. Elle était étrangère, elle m'a apporté un ciseau, un dé, et ben, le dé, j'ai jamais pu le mettre. Mon doigt était ouvert, ça marchait pas. Alors là, avec Mère Sud, la directrice, elle dit, je me demande pourquoi qu'on vous a pris, parce qu'on n'a même pas de travail pour nous. Alors elle dit, vous êtes même pas de la France? Alors il y avait Liliane qui est venue, ma copine qui était à côté de moi. Mais elle dit, Madame Sud, elle dit, la Bretagne, c'est la France. Je me rappelle de ça là. Et il est resté un petit peu là, puis la directrice qui m'avait fait embaucher, quoi. Elle a dû le voir quand même. Et un jour, elle vient me chercher. Alors j'ai été avec elle à une grande table, c'était le repassage. Alors toute la journée debout. Hein. C'est dur, hein. Ben, des fois, vous savez, il fallait quand même repasser des soutiens-gorge, c'était du satin. Oh là 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 là. Ça roussit vite, ça. Oh. Et puis il y en avait d'autres qui les pliaient et qui les mettaient dans des pochettes. Et on mettait la taille et la couleur. Bon, on avait passé ça tout plaisir, on faisait ça. C'est là que j'ai connu mon mari. Ben, je l'ai connu un jour du 14 juillet. Et au 14 juillet, ben, je ne savais pas quoi faire. Oh, ben, il dit, tiens, il y a un cinéma.
Je suis allée au cinéma, j'avais jamais été au cinéma. J'étais toute seule, j'avais ma place au cinéma, je me suis fourrée là-dedans. Sabotage à Berlin. Alors j'ai rien compris, ce n'était que des bergers allemands, et puis c'était des Allemands. J'avais pas de monde, tout ça, je disais, mais ça va finir, ça va finir. Alors je sors, pour remonter chez moi, à la nuit, il y avait un groupement de gens. Alors j'avance, il y avait toute une équipe, et puis donc il y avait Georges qui était avec. Et puis comme ils étaient devant un café, il y avait le café en face chez moi, alors ils ont dit, pas un coup. Je dis, bon, ben, je prends mon escalier, puis je monte. Et puis il y avait mon mari qui s'appelle Georges, il dit, mais non, il dit, venez avec nous. Et je dis, non. Alors ils étaient à deux, puis le copain qui s'appelait Bernard, si, allez, viens. Et donc, bon, nous l'a installé, discute. Et puis j'avais une veste en velours, bon, ça existait à cette époque-là. Et j'avais acheté une petite tour Eiffel, que j'avais collée, ça avait sur mon revers, comme une gamine. Et puis, tout l'a installé. Et puis, il y avait ce fameux Bernard, le copain, il avait peut-être toujours ma fesse, il disait, la tour Eiffel qui monte au ciel. Puis c'était le 14 juillet. Alors j'ai dit, oh ben, il faut que je me dépêche, parce que je dis, j'ai jamais vu de feux d'artifice. Et donc, j'ai dit, j'allais ce soir, c'est à Cré, sur l'eau, c'est lui qui était beau. Alors j'ai dit, j'irai avec ma mère, parce que mon beau-père travaillait au jeteur. Alors nous la partie, attendre le feu d'artifice, puis là, quelqu'un qui met sa main sur mon nez. C'est pas comme ça. Alors je sursaute, je me retourne, et c'était de mon futur mari, il savait que j'allais aller au feu d'artifice, il devait guetter. Et puis, on a regardé le feu d'artifice, et puis il y avait le bal du 14 juillet, alors il y avait l'accordéon, il y avait tout ça. Alors bon, ben, on va rentrer, c'était gratuit. On rentre, ben, il dit, venez danser, il dit, je ne sais pas danser. Mais il dit, c'est pas grave, il y a du monde, on verra pas. Alors j'ai dansé comme ça un peu. Donc ça n'a pas été le coup de foudre, hein. Je me demande si il y a le coup de foudre. Je l'ai connu le 14 juillet et on s'est mariés le 11 juillet l'année d'après. C'est pas lui qui demande, c'est mes parents à cette époque-là. C'est ma belle-mère qui est venue. Et on s'est mariés, j'ai habité 3 ans et demi chez mes beaux-parents. La crise de logement, vous pouvez pas vous imaginer. Il n'y avait pas de logement à cette époque-là. Chez ma belle-mère, c'était une maison, ils avaient quand même 3 chambres, c'était une maison. Où j'habitais, moi, on avait une chambre et puis de cuisine, c'était quand même mieux. Je suis dans les premières que j'ai vu l'accouchement sans douleur. C'était la directrice de la maternité de Creil qui les faisait. J'avais 21 ans, j'étais toute jeune. C'était surtout aussi la respiration pour l'accouchement sans douleur. Et donc, c'est elle qui m'a accouchée. Et donc, elle dit, bon, je vous laisse travailler, vous savez comment faire. On était pète sec. Enfin, c'est selon les douleurs, hein. Quand tu pensais, elle s'était endormie. Elle est arrivée comme une folle vers 5-6 heures du matin. Alors, elle dit, comment que ça va? Ben, j'ai dit, j'ai pas dormi. Mais elle dit, ça va venir tout de suite. Je sais pas quoi dire. Que maintenant, ils divorcent trop facilement. Ils pensent pas aux enfants. Quand on était 12, pareil, on avait aussi des hauts et des bas. Mais à notre époque, on pensait pas divorcer. Ça n'existait pas. Ben non. Quelqu'un qui est divorcé, vous savez, c'était pas rien. Les femmes restaient des fois que maintenant ils s'en vont, que c'est pas mieux, puis les enfants qui sont dans le milieu. Qu'est-ce qu'ils savent au prochain comment que ça sera? Il faut quand même avoir une cause. On parle pas comme ça, comme une fofolle. Ben, je sais pas. C'est la fin de cet épisode. Merci à Martin Poujon pour l'habillage sonore et le mixage de ce récit de vie. J'en profite d'ailleurs pour vous dire un grand merci car vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Entre-temps. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à commenter sur les réseaux et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça aide vraiment le podcast. À très vite.